Qu'est-ce qui reste de tout ça? Le monsieur, il est enlisé. Son truc, ça marche et ça court sans arrêt. Ça court plus. Et lui-même, il reçoit ses ministres et il leur dit, vous savez, j'ai lu vos notes, c'est du pipi de chat. Du pipi de chat, il a dit. Qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, si vous continuez à vous faire le relais de vos administrations, dans 6 mois, vous avez disparu. Je vais te dire, ça prendra pas 6 mois, ça prendra moins. Mais qu'est-ce qu'il nous apprend en faisant ça? Pas juste qu'il essaye de dire tout le monde, après tout, c'est lui le président. Hein. Il va leur foutre une trouille qui ne va pas les aider à s'épanouir, hein, à tous ces ministres, que des gens ne savent pas qui c'est. Mais il nous apprend quelque chose, c'est que ces gens n'ont pas de ligne. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les dossiers que les administrations leur donnent, c'est normal, les administrations sont là pour ça. Ils peuvent avoir des dossiers sur le long terme. Bon, alors quand c'est un nouveau pouvoir, qui a vraiment autre chose à proposer, il dit aux fonctionnaires, bon, c'est bien, vous avez bien bossé, mais enfin, c'est pas notre ligne, ça. Donc il va falloir prévoir autre chose. Et les fonctionnaires, ils font le boulot, hein. Il n'y a pas de problème. C'est ça la force de la fonction publique d'État française, c'est qu'elle n'est pas politisée, au sens où, bien sûr, chaque fonctionnaire a une idée politique. Mais globalement, la machine de l'État sert l'État. Et l'État, il est dirigé par ceux qui sont élus. Et les fonctionnaires, ils préparent les mesures décidées par la majorité. C'est une force, pas une faiblesse. Hein. Bon. Alors, donc, ces administrations, elles ont fait leur boulot. Donc maintenant, elles vont prendre la trouille, les administrations aussi. Donc regardez bien la pyramide. En haut, vous avez Jupiter, Pharaon. Ensuite, alors lui, bon, on n'en parle pas pour l'instant. Deuxième étage, le gouvernement. Tout le monde a la trouille et ils produisent du pipi de chat. Étage suivant, la haute administration. Tout le monde a la trouille parce que c'est eux qui transmettent le pipi de chat. Donc tout ce compartiment-là, à partir de maintenant, il ne sait plus où il habite. Il ne sait pas quoi faire. Que faire pour être bien vu du chef, vu que le chef est content de rien et qu'il a tous les pouvoirs. Donc cet étage-là, il dépendait avant, c'était... Macron pouvait dire, je suis le président, je suis protégé par cet étage. Notamment le Premier ministre. Le Premier ministre disparu du circuit. Parce qu'il lui a mis des conseillers en commun, ça veut dire que l'autre, il fait le collaborateur, comme disait Sarkozy. Alors après, l'étage suivant. Les 2 étages suivants, c'est quoi? La masse du peuple, nous tous, quoi. Alors cela, d'après les sondages, je dis bien d'après les sondages, qui sont des horoscopes, comme tout le monde le sait, ça marche pas très fort pour Macron. Hein. On est déjà à peine le 1er août que le gars, il n'est plus qu'à 36% d'opinion favorable. On est le 1er août, ce gars-là a été élu depuis 3 mois. Rien d'autre, hein, 3 mois. En 3 mois, nous l'a rendu à peu près à la situation dans laquelle était Hollande avant juste la dégringolade finale. Donc l'autre, il est arrivé au même palier, au bord du même trou. Hein. Il n'y a plus qu'à pousser. Bon, ça c'est pour la masse. Et il reste l'Assemblée nationale. Vous voyez le système? Le président, tout seul là-haut, qui fait pharaon. L'étage gouvernement. Le Premier ministre, tchouk. Les ministres ont la trouille. La haute direction des administrations publiques, plus personne ne sait ce qu'il faut faire au juste. L'étage suivant, l'Assemblée nationale. C'est là le maillon qui tient tout le système en place. Si dans l'Assemblée nationale, ça commence à se mettre à voter, non pas d'après l'étiquette de parti, mais d'après ce qui paraît juste aux gens, alors c'est un autre régime qui commence. Moi, j'ai bon espoir. Et je vais vous dire franchement pourquoi. Pourquoi? Tous ces gens, c'est des gens qui ont eu une vie avant d'arriver ici. Il y a 400 députés qui sont des nouveaux députés. Donc, on dit c'est les amateurs, tant mieux, il faut bien être amateur un jour, on ne peut pas demander aux gens, on ne peut pas à la fois dire, il y en a marre de ceux qui sont tout le temps élus, et puis juste après, dire, c'est les amateurs, ceux qui arrivent par la force des choses, c'est les amateurs, tant mieux, on va quand même pas protester contre ça. Mais un amateur, il peut être parfaitement efficace. Chaque personne est forte là-dedans. Ils ont une culture, ils ont eu des responsabilités dans la vie, c'est comme dans mon groupe La France Insoumise, ils arrivent pour la première fois de leur vie à l'Assemblée nationale, mais ils ont un vécu de militants, sauf que nous, on chasse en meute, et on a une ligne, un programme. On est tous rassemblés par ça. Eux, ils sont rassemblés par quoi? Ils votaient contre leur propre programme dans l'hémicycle. Donc c'est dire, il n'y a pas de lien. Ils ont des chefs à la ramasse. Vous voyez le président de l'Assemblée nationale, un petit monsieur autoritaire, tout le monde le déteste ici. Tout le monde fait semblant, hein, mais tout le monde le déteste déjà, ça fait à peine un mois qu'il est en place. Le président de leur groupe, pour les raisons qui lui appartiennent, il n'est pas souvent là. Moi, je suis là tout le temps, hein, matin au soir. Je ne vais pas le faire tout le temps, hein, mais là, je le fais parce que on commence. Donc j'ai besoin de voir n'importe qui est comme ça.
Un président de groupe, une présidente, il doit évaluer à la fois comment marche son groupe, et puis comment fonctionne l'Assemblée, quels sont les tempéraments, les caractères, les oratrices, les orateurs, voir comment ça se passe. Le gars, il n'est pas là. Il n'y a pas de sous-chef, on ne les voit pas. Alors de temps à autre, ils ne savent plus quoi faire, ils se groupent par paquet dans l'Assemblée, ils parlent entre eux. Moi, je me dis, j'en ai vu plusieurs, à plusieurs reprises, voter avec nous des amendements. Nous, déjà, on donne l'image de gens non sectaires. Quand quelque chose nous plaît, on applaudit. On ne regarde pas de quel groupe ça vient. Du moment que c'est une idée qui va dans notre sens. L'autre jour, c'était une députée de La République En Marche qui parlait du jour du dépassement. On a applaudi. Une autre fois, c'est un gars, même un gars de Les Républicains, qui dit un truc qui est juste sur les manières du président. On applaudit. C'est pourquoi on fait ça. Parce qu'on veut montrer qu'il y a un collectif qui est là, qui est l'Assemblée nationale. Et chaque fois qu'on peut faire avancer quelque chose, on le fait. Exemple, on a présenté un amendement en commun pour faire sauter ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Le verrou de Bercy, c'est le fait que seule l'administration fiscale a le droit de déclencher une poursuite, c'est elle qui peut la faire déclencher contre un contrevenant qui n'a pas payé ses impôts. Pas rien quand même, le verrou de Bercy, ça s'appelle. On a fait une conférence de presse commune avec un amendement commun. À cette conférence de presse participaient des gens qui n'ont rien à voir entre eux, hein, le reste du temps, mais qui sur ce point-là étaient d'accord. Alors on avait la France insoumise, GDR, c'est-à-dire les communistes et leurs alliés, Nouvelle Gauche, c'est-à-dire le Parti Socialiste, et les Républicains, c'est-à-dire la droite. Et je crois qu'il y avait aussi avec nous les constructifs, je ne me rappelle pas bien. Voilà. Au moins 5 formations. Bref, pardon, on était même 6. Et sur 7 groupes que comporte l'Assemblée nationale, 6 étaient d'accord pour dire qu'il faut faire sauter le verrou de Bercy. Ça valait la peine, non? Donc on n'a pas regardé les étiquettes. On s'est mis d'accord sur le contenu. Mais on pourrait dire, bah non, non. On l'a fait parce qu'il y avait un point commun d'accord. Si c'est possible, on le fait. Il faut qu'on travaille comme ça. Si c'est possible, on le fait. Pourquoi? Parce que ça fait vivre l'Assemblée en tant qu'Assemblée. C'est pas au sifflet, tout le monde vote au canon derrière ses chefs. Et là, aujourd'hui, on a déposé un recours au Conseil constitutionnel contre l'ordonnance sur le Code du travail. Bon, on est content, il faut être 60. Nous, on n'a pas 60 élus. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis d'accord avec le groupe GDR, les communistes. Ils sont 16. Et nous, 17, ça fait 33. Il faut arriver à 60. Donc on a été voir Nouvelle Gauche, là, les socialistes. Puis on a été voir les Corses. Alors on a dit, voilà, est-ce qu'on signe ensemble? Alors on s'est mis d'accord. Hein, et on a signé ensemble. Donc il y a un recours qui va au Conseil constitutionnel. On va voir ce que ça donne, mais c'est une démonstration du fait qu'on peut arriver à faire vivre une vie parlementaire à l'Assemblée. Pourtant, je ne vais pas vous raconter tout ce qui peut nous séparer du Parti socialiste. Mais ce n'est pas le sujet, là. C'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est de faire avancer la respiration de l'Assemblée. Voilà comment il faut procéder. Et moi, je fais le pari que plus Macron va se raidir. Alors lui, c'est son problème, il est le président de la République. Mais tous les étages intermédiaires, tout le monde fait comme le chef. Donc tout le long, il se comporte de plus en plus brutalement. Nous, on l'a vu ici, il y a eu des soirs, elle était complètement paranoïaque, l'équipe de la direction d'En Marche. Vous voyez des complots partout, croyez qu'on voulait déstabiliser. Non, et les gars, les filles, ça s'appelle un débat parlementaire, ce qu'on fait là. On dit oui, vous n'arrêtez pas d'être contre. Ben oui, on est l'opposition. Et on est contre. Mais c'est un débat, c'est normal que ça ait lieu. Bon, eux, ça les indigne. Alors, il y avait des réactions brutales. Et ils ont sans arrêt des réactions brutales. Et puis alors, il y a 10 jours, plus personne ne comprend rien. Pourquoi? Pas parce que c'est des amateurs. C'est parce que dans la compétition à la surenchère de l'autorité, t'en as toujours un qui veut en rajouter sur l'autre. On vient de passer une semaine à discuter d'une loi, je viens de vous le dire, sur la confiance dans la vie publique, etc. C'est-à-dire le statut des élus, leurs sous et tout ça. Ok? Une semaine. À 500. Et un matin, on se lève, et M. de Rugy à la radio, de Rugy, c'est le président de cette assemblée, et il annonce qu'il va changer le nombre des députés, la retraite des parlementaires, le ceci, le cela, et un tas de trucs dont on avait parlé pendant le débat, qui avaient été retoqués, et au nom de quoi c'est ce monsieur tout seul qui décide de tout ça? Mais c'est pas possible, c'est même pas son droit constitutionnel de changer le nombre de députés.
C'est pas le président de l'Assemblée qui choisit le nombre de députés. Enfin, c'est une histoire de fou, ça. C'est une loi, ça a à voir avec la Constitution, ça a à voir avec la loi organique. Et le gars, lui tout seul, comme ça, il se fait le chevalier blanc. Ah, mais il faut pouvoir, monsieur de Rugy, faire le chevalier blanc. Parce que dans une logique comme ça, là, vous avez bien compris, hein, c'est un escalier, ça monte sans cesse. Alors vous en avez un qui dit comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça. Monsieur de Rugy veut monter quelques marches, et ben on lui propose, au lieu d'inventer des choses qui ne se feront pas parce qu'elles ne dépendent pas de lui, on pourrait organiser les choses qui dépendent de lui. Nous allons prendre un exemple. Pour quelle raison le président de l'Assemblée nationale est payé 2 fois plus que les autres députés? Est-ce qu'il fait 2 fois plus de travail? En tout cas, il n'est pas mobilisé 2 fois plus, hein, parce que l'autre soir, il n'était pas là. Moi, j'y étais, mais lui, non. Il n'y a pas que lui qui n'était pas là. D'accord? Pourquoi il gagne 2 fois plus que les autres? Qu'est-ce qu'il fait de si spécial? D'habitude, on dit en latin primus inter pares. Hein. Moi, je suis président de mon groupe. Ça ne me donne pas un copec de plus pour ça, et c'est normal, pourquoi faire? Bon. On est premier parmi les siens. Voilà. Donc le président de l'Assemblée nationale, c'est un grand honneur d'être président de l'Assemblée nationale, mais c'est le premier parmi les siens. Il n'y a pas de raison qu'il gagne le double. Surtout que le gars, il est logé, il est nourri, il est blanchi, il est transporté, ça va quoi, il n'a pas de frais supplémentaires. Hein. Bon. Justement, parlons-en. Vous saviez, vous, qu'il y a 36 contractuels au service du président. Attention, je ne vous parle pas des fonctionnaires, hein. Je ne parle pas du nombre de fonctionnaires, ça va s'en occuper après. Mais là, le gars, il recrute 36 personnes. Il arrive, il a le droit à plus 36. Nous, c'est plus 3, hein, des assistants. Lui, c'est 36. Il y en a du boulot, hein. Il faut être 36 pour le faire. Plus les fonctionnaires. Plus les fonctionnaires. Hein. Pourquoi 36? Alors ceux-là, il les nomme, et le jour où il n'est plus président, ils s'en vont. C'est des contrats, comme les contrats d'assistance, des contrats à durée déterminée, d'accord? Pourquoi 36? Pourquoi faire? Non, il va falloir qu'ils nous disent, parce que ça, ils pourraient le réformer, on pourrait faire des économies. Allez, on va pas être chien, mettons qu'avec 20, il peut arriver à s'en sortir, ça en fait 15 de moins, c'est bien, non? Pourquoi il gagne le double? Il n'y a pas de raison, il faudrait qu'il gagne comme tout le monde, il faut montrer l'exemple, non? Pourquoi? Alors, on pourrait établir un barème. Par exemple, t'es député ordinaire, bah 1. Et t'es super chef député, bah 1,2, quoi. 1,5. Pourquoi 2? Non. Donc, dans l'intervention qu'il a fait, Éric Coquerel, pour le repassage de la loi modernisation, il a dit ça, il a dit non mais ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Puisqu'on peut continuer à faire des propositions alors que la loi vient d'être votée, puisque vous n'avez pas voulu entendre un seul de nos amendements, pas une seule de nos idées n'a mérité débat. Quand on a dit le seul et le meilleur juge et protégeant de la démocratie, c'est le peuple. Donnez au peuple le droit de révoquer les élus. Non, pas question. Ah tiens, élargissez le nombre de ceux qui peuvent participer à la discussion politique. Donnez le droit de vote à 16 ans. Non, pas question. Etc., etc. Si on peut continuer à discuter, on va continuer à discuter. Et maintenant, nous, ce que nous mettons en cause, c'est la façon dont fonctionne la présidence de l'Assemblée nationale. Et c'est normal qu'on le fasse parce que le président de l'Assemblée nationale nous a en quelque sorte invités à trouver des idées supplémentaires en ayant lui-même, sans rien demander à personne et en le proposant en public. Voilà. Je vous ai raconté tout ça parce que le moment est singulier. La grande histoire, elle se ferait son chemin par plein de petits sentiers. Vous aviez une situation qui ne demandait qu'à revenir à un certain point d'équilibre avec une élection présidentielle. Ils ont tellement arrangé, tordu le bras au fait qu'on est arrivé à un deuxième tour dont ils rêvaient, c'est-à-dire Macron, l'ami des 9 milliardaires qui possèdent 90% de la presse française, contre l'épouvantail de service, Madame Le Pen. En se disant, vous avez vu le terrorisme qu'ils ont fait, il va voter, tout ça, fallait tout de suite, fallait qu'on se mette au garde à vous devant eux. Résultat, les gens, ils ont voté en majorité pour que Mme Le Pen ne soit pas présidente de la République. Ils ne le voulaient pas. Elle a quand même fait 10 millions de voix, mais les gens ne voulaient pas, la majorité ne voulait pas. Ils ont voté pour ça, pour pas qu'elle soit présidente. Ils n'ont pas dit, hurrah, bravo, saccagez-nous le code du travail, et tout ça. On n'a pas voté tout ça. Donc, le gars, il savait qu'il avait cette difficulté-là. Donc, son job, c'était de créer une sorte de consentement dans la société, de trouver un autre point d'équilibre. Il s'en fout, le gars. Lui, pour lui, il est là pour appliquer les décisions de la Commission européenne. Parce que quand vous grattez le programme de Macron, il n'y a pas une ligne qui est une trouvaille de Macron. C'est 90%
la feuille de route donnée par la Commission européenne. D'accord? Vous avez pensé que vous votiez pour M. Macron, en réalité, vous avez voté Juncker. Voilà ce que vous avez fait, les gens. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est un moment de totale instabilité. Et c'est à nous qu'il appartient de lui ouvrir une perspective et de l'ouvrir par le haut, la mobilisation, le renforcement de l'intelligence collective.